Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Bonjour à tous et à toutes. Cette semaine, je retrouve notre invité qui est à l'honneur cette semaine, Jean-Marc Collet, éditeur chez Vibration Édition, maison qui est située à Strasbourg. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Nathalie. Donc, comme je le disais, cette semaine, je vous reçois avec votre casquette d'éditeur et pas de poète. Non. Parce que j'ai quand même eu Vous êtes déjà venu sur nos ondes pour vous parler de contraction et dans la déchirure de mes nutaments. Voilà, de différents... Et des autres Blue Line. Et Levantine et Malicieux. Voilà, c'est ça. Donc, il y en a eu quand même quelques-uns. D'ailleurs, il y aura bientôt une occasion pour nous revoir. D'accord, donc il y en a un qui est en gestation. En gestation. Donc, cette semaine, voilà, c'est l'éditeur que je reçois. Je me demandais quand même comment un éditeur choisit ses manuscrits. J'imagine qu'il en reçoit beaucoup. Est-ce que vous lisez tout ? Est-ce qu'il y a des choses qui sont... C'est un secret de chef, ça. Est-ce qu'il y a des genres qui sont rédhibitoires au moins pour vous, j'imagine. Ah oui, il y a des choses qu'on va tout de suite rejeter. Si à la lecture, on s'aperçoit que c'est ultra violent, pornographique, ça ne nous intéresse pas. D'accord. C'est pas du tout le registre que nous recherchons. Alors, c'est un travail quand même difficile, mais il y a quand même des choses qui permettent de faire rapidement du tri quand même, parce que sinon on passerait son temps à lire des manuscrits, ce qui n'est pas possible. Et puis d'avoir une cohérence peut-être dans votre ligne éditoriale ? Ben voilà, déjà la première chose c'est la cohérence, c'est voir est-ce que ça s'inscrit est-ce que ça va pouvoir s'inscrire sans être obligé de créer des collections tous les ans ? Est-ce que ça va s'inscrire dans ce qu'on fait déjà ? Pour ça, souvent, on recommande aux auteurs, novices ou pas, d'aller sur les sites des maisons d'édition et de vérifier que ce qu'ils proposent va venir s'intégrer dans la maison d'édition. Parce qu'après, les auteurs sont toujours fâchés, parce qu'on leur envoie un courrier en disant ça ne correspond pas à la ligne éditoriale. Mais c'est souvent le cas. Voilà. Donc on a ce qui va s'intégrer, on va commencer à le lire, et puis si je considère que l'intrigue nous passionne pas, parce que, rappelons-le, je choisis en définitive avec mon associé, mais faut que ça nous plaise, quoi. Sinon, c'est pas... Il faut qu'on porte le projet. Il faut que l'éditeur soit la main dans la main avec l'auteur et qu'il ait vraiment envie d'emmener l'auteur vers les sommets de la réussite littéraire. Oui, et donc ça suppose de l'énergie, donc il faut que vous y croyez. Il faut vraiment y croire. Il y a quand même des choses aussi qui sont... qui nous aident ou qui ne nous aident pas d'ailleurs. C'est quand les manuscrits sont mal écrits ou trop émaillé de fautes d'orthographe qui est épuisant en fait. Parce qu'on sait le travail que ça va demander après, les heures de correction et bon, c'est pas possible. Comment ça se passe concrètement par exemple ? Vous recevez un manuscrit Souvent la lettre d'accompagnement que l'on recommande va faire un déclic. Si la personne nous parle de quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'on fait, on va vite lui dire non, ne perdez pas votre temps, n'attendez pas 3 mois pour qu'on vous dise non. Voilà. En revanche, si ça m'intrigue, on va commencer rapidement, je vais rapidement le feuilleter, regarder un peu de quoi ça parle, et si ça me captive, finalement je vais le lire tout de suite, quoi. Mais bon, ça n'arrive pas tout le temps, parce qu'on a tellement de tâches à mener qu'on ne peut pas non plus tout arrêter pour lire un manuscrit. Mais voilà, on essaie d'avoir un coup de cœur en fait. Donc le manuscrit arrive chez vous ? Oui, on reçoit sur par Internet. Par courrier ou par Internet ? Plutôt sur Internet aujourd'hui, ça évite d'imprimer du papier, de faire des coûts colossaux aux auteurs qui envoient des dizaines et des dizaines de manuscrits à des maisons d'édition qui ne leur répondent souvent pas. Donc je fais un accusé de réception, je demande aux gens d'être patients, souvent je me laisse une saison. En fait, ça fait quand même plusieurs mois, parce que je sais pertinemment qu'il y a un mois qui va passer avant même d'avoir eu le temps de jeter un œil aux documents. Et puis ensuite, on va le lire à plusieurs et on va décider si oui ou non on se lance ou pas. Bon, alors c'est souvent non, parce que de toute façon, il faut garder à l'esprit qu'on a adopté une politique éditoriale assez simple, c'est que c'est un titre par collection, par an. C'est-à-dire que pour la collection sur fiction dont on parle depuis hier, il y aura un texte par an.
Donc c'est une sélection rude et il ne faut pas qu'on se trompe. Ensuite, il y aura un roman dans la collection fiction, il y aura un roman historique, un roman policier, parfois 2, et un roman de littérature contemporaine. Voilà. En poésie, c'est exactement la même chose. Un texte de poésie contemporaine, un texte de poète bilingue. En théâtre, c'est pas tout à fait la même chose, parce qu'en théâtre contemporain, on n'en fera pas tous les ans, parce que les succès qu'on a rencontrés auparavant nous ont quand même un peu refroidis. Et donc, c'est plus une niche, quoi. Enfin, oui, voilà. Le théâtre, oui. c'est... L'année dernière, on a publié Oncle Vania dans une adaptation dédiée à une mise en scène à Strasbourg, au théâtre actuel et public de Strasbourg. Voilà, c'est des genres de choses qu'on pourrait faire encore à l'avenir, mais il faut que la pièce soit jouée, parce qu'on sait très bien que le livre va rester sur une étagère, et c'est pas non plus ça le but recherché par la maison d'édition. Et puis en théâtre, donc bilingue, on a une pièce de théâtre bilingue tous les ans qui sera publiée. Donc cette année, on a Phèdre de Marina Tsvetaeva, et l'année prochaine, on aura Attila de Zamiatine, etc., etc. Donc un livre par collection et voilà. par an, quoi. Oui. Donc une fois que vous avez validé votre choix, enfin vous avez décidé que voilà, vous aviez un coup de cœur pour ce manuscrit, oui. Après ça se passe comment ? Après il faut le relire et le relire, vérifier que ce qui est écrit on le comprenne bien, parce que quand on lit vite on peut avoir l'impression que c'est bien écrit, et après quand on le reprend on s'aperçoit qu'il y a quand même des petites choses qui ne vont pas, et ainsi de suite. Donc ce temps de correction, là on est au temps de la correction à peu près ? En fait c'est un temps de relecture, de mise en page aussi, parce que, comme vous le savez, Nathalie, nos livres, ils ont tous une mise en page très particulière, avec des tirets particuliers, des espaces toujours égaux. Tout ça, ça demande c'est un travail en fait de fourmi. Donc ça va prendre des jours à faire bien la mise en forme. Hein. Les débuts de chapitre toujours en lettres majuscules. Exactement. Et donc voilà, tout ça, c'est vraiment un travail d'après en fait. Hein. C'est avant de commencer à peindre, on va mettre sur le mur quelque chose pour que la peinture tienne. Et ensuite, le travail de correction commence, et puis de reformulation. Après, des fois, on est obligé de discuter du titre, parce qu'il y a des titres qui ne nous conviennent pas, mais le texte nous convient. Là, il faut se mettre d'accord avec l'auteur pour reformuler le titre. Je vous parlais tout à l'heure du prochain titre en surfiction. Le titre que l'on a retenu, ça, c'est Dévoré, mais ce n'est pas le titre qui nous avait été proposé au départ. Et finalement, à mon sens et au sens de mon associé, ça ne correspondait pas exactement à l'intrigue, au récit. Est-ce que ces tractations, entre guillemets, entre l'auteur, peuvent parfois faire capoter un projet d'édition Parce que ça ne doit pas toujours être facile pour un auteur de devoir retravailler... Là, j'attends le retour notamment en particulier d'un auteur. Je lui ai fait savoir que son titre ne nous convenait pas, mais que son texte, au contraire, allait bien. Mais je sens quelques réticences. Après, si jamais l'auteur ne souhaite pas changer son titre, il a tout loisir à trouver un autre éditeur qui voudra bien le garder. Ça peut arriver. Oui. Oui. Le titre, c'est important quand même. C'est ce qui accroche. C'est ce qui qui fait qu'on va... on fait des beaux livres, on veut avoir des beaux titres. Donc, une fois cette période de correction, je dirais, faite, ensuite, ça part... tout le monde le relit, tout le monde est d'accord, et ensuite, ça part à la... Il y a toujours un truc qu'on n'avait pas vu, et après, on fait une première impression d'un livre à blanc, donc il y a tout le texte dedans, et puis là, tout le monde a validé ça. On reçoit le livre à blanc, je le relis, mon associé le relit une dernière fois, pour être sûr qu'on n'avait pas raté encore quelque chose. Et puis souvent, on s'aperçoit qu'on n'avait pas vu un truc. C'est parti. Ça fait combien de lectures, ça, en tout, par manuscrit ? Ça dépend. En moyenne. Ça peut faire beaucoup. Hein. Demandez au Champ-Massard, ils vont vous dire que c'était trop long. Il y en a eu trop. Là, je pense que je lis le texte une dizaine de fois, minimum, quand même. D'accord, ça, c'est une moyenne. Ouais, je crois que c'est la valeur constante. Il passe 10 fois à la lecture, en tout cas entre mes mains. D'accord. Et après, donc, ça part à la publication. Et après, ça part à l'impression et on publie le livre. Oui, l'impression, la publication. Entre le moment où vous avez reçu le manuscrit et le moment où il est publié, il se passe combien de temps à peu près ? Aujourd'hui, il se passe plus d'1 an parce que j'ai décidé de travailler à l'avance, de préparer le catalogue pour avoir un catalogue qui s'inscrive dans la durée, qu'on puisse bien y voir et discerner les lignes éditoriales. Pourquoi on fait ci et ça.
Donc, et puis quand on fait de la promotion, après il faut qu'on annonce les œuvres qui sortent. Donc il faut avoir préparé les livres à l'avance. Voilà, tout petit à petit, ça se professionnalise bien, hein, tout ça. Hein. Oui, parce que votre maison d'édition est dans son... Depuis le 13 juillet, nous avons commencé la 4e année. Donc vous voyez, c'est vraiment tout frais. C'est une jeune maison d'édition. Ça reste une jeune maison d'édition. Mais qui a quand même un beau catalogue déjà. Une trentaine de titres. À son actif quand même. Quoi. Oui, oh, on a bien travaillé, oui. Alors, le fait est qu'il y a beaucoup de titres parce qu'on a voulu lancer plusieurs collections à la fois pour bien s'inscrire dans le paysage éditorial. Après, on aurait très bien pu décider de faire ça sur 40 ans, hein, mais oui. Voilà, on n'aurait pas bien distingué les lignes. D'accord. Donc, il se passe environ une année entre le moment où vous recevez le manuscrit. Maintenant, je valide le manuscrit pour l'année d'après, à peu près. D'accord. Il arrive que je propose à l'auteur pour 2 ans. Hein. C'est ce que j'ai fait pour le 2e titre de la collection Essai, qui paraîtra l'année prochaine collection qui naîtra l'année prochaine en 2021. On y reviendra à cette collection. Voilà. Donc j'ai déjà 2 titres actés dans cette collection pour 2021 et 2022. J'en ai un 3e qui devrait être un texte d'une essayiste russe qu'on va traduire pour nous sur l'âge d'or russe. Donc voilà, tout ça s'inscrit dans la durée. Je vois à peu près où je veux mener mes pas. D'accord. Donc ça peut prendre effectivement 2 ans. Mais il faut compter sur la patience de l'auteur. Et l'auteur n'est pas l'être le plus patient. Oui, bah c'est normal. Une fois que c'est écrit, on a qu'une envie, on a qu'une envie, c'est de toucher, de voir le livre, projet fini, quoi. Je le comprends bien sûr. Donc voilà, le métier d'éditeur, ça lit beaucoup. Dans ces grandes lignes, oui, ça lit beaucoup, et peu pour soi-même. Oui. Alors, dans les grandes lignes, parce qu'effectivement, à côté de ça, il y a tout un travail administratif, bien évidemment, ce travail de fourmi derrière. Il y a un travail de comptabilité qui doit être mené de façon très rigoureuse parce que on est tenu par des normes. Le travail d'envoi des livres qui sont commandés soit par les auteurs, soit par les lecteurs, soit par les librairies des organismes. Donc tout ça est un travail passionnant, fourmillant, mais très prenant. Mais qui est nécessaire au travail d'éditeur, qui n'est pas que de recevoir des manuscrits, de lire. Il y a plein de choses derrière qu'on ne voit pas. Qu'on ne voit pas. Donc, en fait, ce qu'on voit, c'est le livre quand il est fini. Oui. C'est un peu comme quand ça va bien, vous voyez, dans la vie. Donc, vos livres, on peut bien évidemment les commander sur le site de votre maison d'édition. Sur notre site www.vibrationedition.com, mais aussi et surtout chez les libraires, évidemment. Hein. Bien sûr. Et là, pour les lecteurs bretons, vous pouvez aller à la librairie Le Fayère, où je viens de réalimenter ce matin même des stocks. Voilà, donc là, pour ces livres dont nous allons parler cette semaine... on peut les trouver on peut les commander sur le site. Chez n'importe quel libraire, vous donnez le titre, tous les livres sont référencés, donc il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Aucune difficulté normalement. Sauf éventuellement un paresseux, mais ça n'arrive que très rarement. Ou une rupture de stock. Non. Non, ça n'arrive pas. Pas de rupture de stock, je gère très bien mes stocks. Donc, j'ai fait de la logistique dans une autre vie. Oui, donc je gère mes stocks. Là, vous êtes rodé, quoi. Voilà. Donc le livre dont on parlait hier, Épître interdite. Épître interdite de Jean-Baptiste Engler, donc dans la collection Surfiction. Je voulais revenir, donc c'est un recueil de nouvelles. Hein, il y a 5 nouvelles dans ce livre, qui sont toutes, comme on l'a dit, d'époques différentes, de régions différentes. Enfin, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et donc sur les 5, pour donner un petit peu une idée aux auditeurs qui ne connaissent pas forcément ce terme de surfiction et de savoir ce qu'on peut avoir... Ce qu'on va pouvoir y trouver. Voilà, en lecture et que on casse un peu les préjugés et les idées reçues. On a choisi d'en parler d'une qui s'appelle Le cœur d'Arsinoé. D'ailleurs, c'est celle qui est au milieu du recueil. Donc, voilà, c'est ça. On a ouvert le livre. C'est le point moyen. Voilà. Et donc, parlez-nous un petit peu de cette... Alors, le cœur d'Arsinoé, c'est l'histoire d'un... Comment c'est construit, quoi. Voilà, comment construit il se trouve qu'il y a
un homme qui, alors c'est dans le milieu britannique, colonial. Il y a un monsieur qui est un scientifique, et puis son ami se trouve mal, meurt, et j'allais dire par enchantement, il y a un médecin tout à fait révolutionnaire qui lui propose de greffer le cœur de quelqu'un d'autre pour sauver sa compagne. Et là, ça va projeter notre personnage dans le passé, sur les galères romaines, en siècle de Antoine et de Cléopâtre. Et le personnage ne sait plus s'il est dans un rêve ou s'il est dans la réalité. Enfin, c'est vraiment très bien mené. Et donc, comme je l'ai dit hier, c'est très intriguant, toujours ce jeu entre la réalité, le surnaturel, le fantastique. Moi, j'aime beaucoup. Et donc, le personnage, voilà, il va essayer de sauver sa compagne. Mais alors, ne serait-il pas lui qui a finalement tué Cléopâtre. Donc, voilà. Là, il faut lire la nouvelle. Hein. Lire, en fait, c'est lire la nouvelle pour découvrir ce rebondissement historique. Parce que c'est vrai qu'il y a des allers-retours comme ça, 20e époque de Cléopâtre. Voilà, on dit, parfois il rêve, il trouve donc ce cœur d'Arsinoé, qui est un cœur momifié, mais qui a quand même la particularité de battre encore. Oui. Et un apprenti sorcier va lui proposer pourquoi pas de greffer ce cœur à son ami. Oui. Et c'est vrai qu'il y a ces va-et-vient là. Donc c'est un médecin tout à fait révolutionnaire parce que ça fonctionne. Oui, mais c'est vrai qu'il y a une écriture qui vous embarque. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on arrive très vite à dépasser... on comprend bien qu'un cœur momifié de la sœur de Cléopâtre, Arsinoé, greffé au XXe, on se doute bien que c'est pas très cartésien dans nos esprits, que c'est difficile à admettre. Et à la fois, voilà, mais on se laisse prendre. On se laisse. Et ça, c'est le talent de Jean-Baptiste Engler, c'est qu'il arrive à jouer avec la fiction. Et il nous emmène dans des territoires où on se demande même d'ailleurs comment on a pu se laisser embringuer là-dedans. Et puis les autres, que ce soit la Chine, que ce soit le capitaine de l'armée de l'air égyptienne. On se dit, il a vu l'infini, ce capitaine, tellement il en sort ému. Il y a ses camarades qui disparaissent, lui il a une apparition qui le sidère, on ne sait pas ce que c'est exactement, est-ce qu'il a vu l'infini, un dieu, voilà. Et donc on se laisse vraiment porter par... Embarquer, oui, par ces rebondissements, et je crois qu'il faut découvrir cette écriture. Et même si on n'est pas forcément porté vers cette écriture fantastique, oui. C'est vrai qu'on se fait avoir, quoi. Oui, c'est vrai. On peut facilement se faire avoir. Il y a une belle écriture, un style, comme on disait, très agréable, parce que c'est un langage soutenu, enfin, tout en étant très accessible. Il y a aussi ce plaisir, quoi, ce plaisir de littérature, alors qu'on est dans du fantastique. Alors, ce qu'on peut peut-être préciser pour vos lecteurs, c'est que lorsqu'on a préparé ce projet, les nouvelles m'avaient été proposées dans un ordre différent de celui dans lequel elles sont présentées aux lecteurs. Mais il se trouve qu'on peut lire les nouvelles dans l'ordre que l'on souhaite. Je recommanderais de lire, par exemple, Le cœur d'Arsinoé, L'homme aux 4000 lunes, et puis après revenir à la première nouvelle qui est peut-être un peu moins facile d'accès, parce que voilà, on n'est pas habitué, alors que les autres sont quand même plus faciles à parcourir. Voilà, donc on n'est pas tenu de tout lire. De tout lire ou dans l'ordre. Voilà, pas du tout même. Donc, je rappelle le titre, Épître interdite de Jean-Baptiste Engler, donc recueil de nouvelles de la collection Surfiction chez Vibration Édition. Donc, on se retrouve demain pour la suite. On va changer de collection demain. Ah oui. Et puis, on change de registre. On change de registre, voilà. Et en attendant, on va laisser place à un petit peu de lecture. Au revoir, Nathalie. Jean-Baptiste Engler, Épîtres interdites. Après un instant de réflexion, je consentis.
Je n'avais aucune raison de craindre cet homme compte tenu du fait que j'étais armée, contrairement à lui. De plus, son expertise me permettrait peut-être de comprendre pourquoi le cœur d'Arsinoé n'était pas aussi inerte qu'il l'aurait dû. Je le conduisis donc dans la bibliothèque et lui permis d'observer l'organe momifié à loisir. Je l'accompagnai toutefois afin de m'assurer qu'il ne fomentait pas un mauvais coup. Mais il n'en fit rien, bien au contraire. Il se montra parfaitement docile et ne manifesta aucun signe de sournoiserie. Il se contenta d'observer attentivement le cœur en prenant soin de ne le manipuler qu'avec une pince chirurgicale maniée avec une infinie délicatesse. Il griffonna ensuite quelques mots dans un carnet, les lèvres pincées sous sa moustache. Par-dessus son épaule, je tentai de lire ses notes, mais ces quelques lignes me parurent indéchiffrables. Je n'en soutirai qu'un mot, écrit avec plus d'attention que les autres, concluant. « Bien, je vous remercie, monsieur Shirling, m'assura-t-il en souriant pour la première fois. Je vous enverrai un ordre bancaire en compensation du temps et de l'attention que vous m'avez accordé. J'aimerais vraiment procéder à un examen plus complet de cet organe. Si vous êtes prêt à m'en donner l'autorisation, ce dont je doute, il vous suffit de contacter le Collège royal de chirurgie auquel je suis affilié. La science vous en saurait gré. » J'y songerai, fis-je sans véritable ardeur, mais je ne veux pas prendre le risque qu'il soit perdu ou endommagé. Ce n'est pas une affaire d'argent. Il est irremplaçable. Avant que vous partiez, avez-vous noté quoi que ce soit d'inattendu ? Pas vraiment, répondit-il en caressant pensivement sa barbe. Je ne suis pas égyptologue, cela dit. Je ne saurais donc dire ce qui sort ou non de l'ordinaire dans ce petit cœur. Je peux simplement le comparer à ceux que j'ai l'habitude de voir. Un détail m'impressionne. Il semble presque intact. Nous sommes capables, notamment à des fins pédagogiques et médico-légales, de conserver des organes par des procédés chimiques ou frigorifiques. Mais après quelques années seulement, ils ne sont déjà plus dans une aussi bonne condition que celui-ci. C'est vraiment stupéfiant. Vous devriez prélever un peu de résine et l'envoyer à un laboratoire afin d'en analyser la composition. Je n'y manquerai pas. Rien d'autre ? Cela ne vous suffit-il pas ? C'est à peu près tout, j'en ai peur. Je vous ai assez dérangé. Sur ce, il fit mine de se diriger vers la porte lorsque la sonnette retentit à nouveau. Cette fois, il s'agissait bien d'agents des pompes funèbres menés par le médecin d'Evelyn. Le docteur Blaski offrit de leur venir en aide. Aussi les menai-je auprès de son corps sans vie. Lorsque je la vis étendue là, toujours splendide malgré son effrayante maigreur, je me mis à maudire mentalement l'égyptologie. Car je comprenais seulement que je venais de perdre irrémédiablement ce qui m'était, en fin de compte, le plus précieux. Du moins le croyais-je. Mais alors qu'ils emmenaient le cadavre sur une civière vers le fourgon médical, l'étrange docteur eut un soudain froncement de sourcils. « Arrêt cardiaque, avez-vous dit ?» demanda-t-il à l'homme qui avait enregistré la mort. « Absolument. Cette pauvre femme ne montre plus aucune activité cardiovasculaire, pulmonaire ou nerveuse depuis environ 16 heures. Moi, je vous dis qu'elle n'est pas morte, mais victime de catalepsie. Quels étaient ses symptômes auparavant ? Rien de spécifique, une sensation de faiblesse, des vomissements, des céphalées, une perte des facultés cognitives, une incapacité à s'alimenter, particulièrement en eau, et de graves insuffisances cardiaques. Je vois. Le ralentissement de son cœur a pu provoquer une déficience des fonctions érythrocytaires ou peut-être une hyponatrémie. Cela expliquerait son état actuel et ce que vous venez de me décrire. Son cœur fonctionne peut-être encore, d'une manière intermittente, mais il n'est plus en mesure d'assurer le maintien des fonctions musculaires, et notamment pulmonaires. Je crois qu'elle est encore en vie, mais il reste peu de temps avant que ses fonctions vitales ne soient atteintes et que son cerveau subisse des dommages irréversibles. Êtes-vous sûr de cela ? Lorsque j'ai vérifié, je suis presque sûre que le cœur ne battait plus du tout.
Je suis un des plus grands spécialistes des maladies cardiaques en Angleterre. » Le médecin d'Evelyne eut une moue méprisante. C'était un fier Irlandais et il n'appréciait manifestement pas qu'un Londonien arrogant remît en cause son diagnostic. Quant à moi, je tremblais sous l'effet d'espoir dément dans une longue expectative. « Eh bien, grommela finalement le médecin, puisque vous êtes une sommité, vous devez avoir raison. Que préconisez-vous ? Une transfusion ? C'est inutile. Les remèdes ordinaires ne peuvent rien dans un cas de catalepsie métabolique. La seule solution serait d'en éliminer la cause. Impossible ! Comme vous l'avez compris, la cause est une défaillance cardiaque incurable. Impossible ? Répéta le docteur Blaski. À moins que quoi ? Intervins-je ? Vous connaissez un moyen de la tirer d'affaire ? Il existe un moyen, un traitement expérimental, une transplantation cardiaque. Vous êtes fou ! C'est irréalisable, s'écria le médecin. Certaines choses ne sont irréalisables qu'à défaut d'audace. Mademoiselle Brooke, c'est bien son nom, n'est-ce pas, n'est pas en état de choisir. Alors c'est à vous, monsieur Shirling, de décider dans les plus brefs délais. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mère, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sarzeau. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.